représentent une menace directe à leur santé et leur sécurité. Nous tenons à remercier la participation des élus qui sont présents à cette conférence de presse et qui représentent tous les groupes d'opposition à l'Assemblée nationale, dont Mme Paul Robitaille, porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte à la pauvreté et à la solidarité sociale, M. Alexandre Leduc, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de lutte contre l'itinérance et à la solidarité sociale, et aussi M. Joël Arsenault, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de services sociaux. Le déroulement de cette conférence de presse débutera par un mot d'introduction de Boromir Vallée-d'Or, coordonnateur du RSIQ. Ensuite, des représentants de différentes concertations régionaux en itinérance prendront la parole, dont Annie Savage, directrice du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, Gélina Michia, coordonnatrice du regroupement pour l'aide aux itinérants et aux itinérantes de Québec, Mélissa Roy, coordonnatrice du collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais. Ensuite, Boromir reprendra la parole pour conclure les interventions du milieu communautaire. Nous aurons ensuite les interventions de Mme Robitaille, M. Leduc et M. Arsenault. J'inviterai les membres des médias présents qui souhaitent poser une question et s'identifier dans le chat Zoom. Ainsi, nous allons établir une liste d'interventions pour la période des questions qui conclura cette conférence de presse. Nous disposons d'un maximum de 15 minutes pour cette période de questions. À noter que cette conférence de presse sera enregistrée. Donc, Boromir, je t'invite à prendre la parole. Donc, bon matin à toutes et à tous. On ne s'attendait pas à avoir autant de gens ce matin. On est rendu 72. Donc, merci tout le monde pour votre intérêt. En fait, d'entrée de jeu, le réseau Solidarité Itinérance du Québec a été créé en 1998, qui représente 15 concertations régionales de lutte à l'itinérance. C'est une douzaine de membres associés. Au total, c'est plus de 300 organismes communautaires au travers le Québec qui visent au quotidien, entre autres, améliorer les conditions de vie des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être. L'objectif du Front commun aujourd'hui, c'est justement d'améliorer les conditions de vie de ces personnes en demandant l'exemption du couvre-feu à leur égard. En fait, notre démarche fait suite au communiqué de presse qu'on avait envoyé le 6 janvier dernier au gouvernement demandant l'exemption pour les personnes en situation de désaffiliation sociale, donc démarche qui n'a pas eu de réponse pour l'instant. Le réseau est en contact avec des représentants de concertation communautaire en itinérance dans l'ensemble des régions du Québec et c'est unanime. Tout le monde est préoccupé par la non-exemption qui est accordée, la non-exemption accordée aux personnes en situation d'itinérance. Et pas plus tard que vendredi, nos collègues du réseau des organismes intervenants en itinérance de Laval ont aussi fait un communiqué de presse demandant l'exemption des personnes en situation d'itinérance du couvre-feu. Donc, malgré que dans certaines régions, les services de police fassent preuve de tolérance à l'égard des personnes qui sont sans abri, ça n'empêche pas certaines difficultés de s'ajouter à leur réalité qui est très complexe. Par exemple, on voit une réduction des heures de service de certains organismes communautaires, on voit une difficulté d'être rejoint par les intervenants de proximité, il y a un risque d'interpellation accru de la part des policiers qui peuvent mener à une escalade et une judiciarisation, un plus grand isolement pour ces personnes dans la rue dans le but de se cacher du froid puis des risques de judiciarisation. On se rappelle que c'est l'hiver aussi en ce moment. Donc, cet isolement augmente aussi fortement le risque d'overdose, et ce, en pleine crise des opioïdes. Mais mes collègues vont élaborer davantage sur ces sujets un peu plus spécifiques dans leur prise de parole. Donc, aujourd'hui, on déplore le manque d'ouverture du gouvernement concernant l'exemption. On a l'impression que ce dernier ne prend pas en considération sa propre politique en itinérance, qui souligne, puis je me permets de le lire textuellement, qu'il est de la responsabilité de l'État et de tous les acteurs de la société de se montrer solidaires à l'égard de ceux et celles qui se retrouvent dans cette situation et de leur offrir leur soutien et leur accompagnement, à la fois pour les protéger, pour les amener à s'en sortir. Une solidarité qui va bien au-delà de la stricte réponse à des situations d'urgence. Elle est où aujourd'hui cette solidarité pour ces personnes qui sont mises en danger par le coup? Dans cette même politique, on mentionne qu'au Québec, il existe une norme sociale qui nous pousse à tolérer l'intolérable.
Ici, on a un exemple flagrant. On arrive même à tolérer les impacts néfastes qu'entraîne un couvre-feu sur les personnes en situation d'itinérance. Ensemble, brisons cette norme et cessons de tolérer l'inacceptable. Sur ce, je lègue la parole à 3 regroupements membres du réseau qui pourront nous éclairer sur la réalité de la ville de Montréal, la ville de Québec et la région de l'Outaouais. Merci. Annie, on t'invite à ton intervention. Bonjour, Annie Savage, réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Chez nous, nos craintes à l'égard du couvre-feu s'est tristement traduit par un décès, celui de Raphaël André, un homme inou surnommé Napa, qui a été trouvé mort dans des circonstances inacceptables. Un décès qui aurait pu être évité. Nos pensées vont à la famille, aux membres de sa communauté et à toutes les personnes qui l'ont côtoyé. Notre mairesse a depuis saisi le caractère dangereux du couvre-feu pour les personnes pour qui la rue demeure encore la seule option possible. Des places en refuge ont été ajoutées dans l'est de Montréal. La santé publique, la ville ont joint leur effort pour soutenir la réouverture de la halte chaleur d'Open Door. Si toutes ces réponses étaient bien sûr nécessaires, il faut comprendre que le niveau de détresse présent dans la rue va bien au-delà du nombre de lits d'urgence déployés. Il va même au-delà des milliers d'unités de logements sociaux que nous devrions développer. En effet, on est très fort chez nous pour fabriquer la misère. Les gros refuges sont hostiles, sont inadaptés aux besoins de plusieurs personnes. C'est le cas pour les femmes qui, faute d'avoir un accès à un lieu adéquat et qui, à cause du couvre-feu, doivent trouver des alternatives qui les exposent à la violence. À cause du couvre-feu, les travailleurs de rue et de milieu ont perdu la trace de ceux qu'ils avaient l'habitude de soutenir et d'accompagner. Les jeunes ont déserté les rues, mais aussi les... Annie. Les jeunes ont déserté les rues, mais aussi les ressources qu'ils fréquentent habituellement. Où sont-ils? Dans des squats isolés chez une personne envers qui ils ont peu confiance, dans des lieux de consommation. Le couvre-feu les expose eux aussi à plus de risques. L'omniprésence d'agents de sécurité pour opérer les mesures d'urgence qui se mettent en place, souvent sans concertation et dans un modèle développé davantage pour répondre aux besoins des pouvoirs publics qu'à ceux des personnes concernées, est une barrière importante à l'accès. On pense entre autres aux personnes qui consomment. On assiste à une dérive inquiétante dans la manière dont on traite les personnes en situation d'itinérance. Le caractère urgent du contexte actuel ne devrait en aucun cas permettre de faire de l'itinérance une affaire de sécurité publique. Au RAPSIM, nos membres nous rapportent des contraventions de 1 550 $ et des interpellations ponctuées de violence dans les dernières semaines. Mais ces actes ne sont pas isolés, comme en témoigne le plus récent rapport de l'Observatoire des profilages. Les pratiques répressives à l'égard des personnes itinérantes en général et des personnes autochtones en particulier se sont amplifiées dans ces dernières années au SPVM. Ces personnes en situation d'itinérance reçoivent à elles seules 40% de l'ensemble des constats d'infraction remis à Montréal pour des motifs de sécurité et d'ordre public. La police fait peur à nos communautés. Cette peur est documentée et le résultat de dizaines d'années de judiciarisation et de profilage à leur égard. Le pouvoir discrétionnaire des policiers ne changera rien à cette peur. À court terme, la seule chose qui changera quelque chose et qui évitera de vulnérabiliser davantage des personnes déjà largement impactées par cette crise, c'est une exemption du couvre-feu. Merci, Annie. Jimina, à toi la parole. Oui, bonjour. Mon nom est Jimina Michéa. Je suis coordonnatrice du regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, un regroupement qui regroupe 40 organismes en itinérance de la capitale nationale. À Québec, le couvre-feu a créé de nombreuses incertitudes et de craintes chez les personnes accompagnées par les organismes. Ces personnes ont dû déployer de nouvelles stratégies de survie.
Bien que la collaboration avec le réseau de la santé, la Ville de Québec et le service de police soit constructive depuis le début de la pandémie, les impacts du couvre-feu sont majeurs sur les populations en situation d'itinérance et aussi à risque de l'être. Depuis l'annonce du couvre-feu, depuis son adoption, la pression se fait sentir auprès des ressources d'hébergement d'urgence et les haltes de chaleur qui opèrent la nuit. Les places demeurent limitées malgré l'ouverture de places supplémentaires temporaires. Les personnes fréquentant ces ressources sont en cran. La pandémie a chamboulé leur quotidien. Le couvre-feu vient complexifier leur vie. Les personnes ont peur. Et malgré le travail extraordinaire, l'épuisement guette les intervenants et les intervenantes. Les organismes ont constaté à quel point la crainte d'être interpellée par les policiers est ancrée chez les personnes marginalisées. Il faut se rappeler que certaines d'entre elles ont eu tant de mauvaises expériences et d'interactions avec les patrouilleurs qu'elles ont développé une perception négative des forces de l'ordre. Et ça, il faut en faire un constat. Ces personnes préfèrent éviter d'utiliser les ressources d'aide afin de ne pas être interceptées par la police. Cette peur est partagée par les femmes marginalisées qui tendent à éviter d'utiliser les ressources pendant la période du couvre-feu. D'autres, par crainte de ne pas avoir une place dans une ressource adaptée à leurs besoins, ont opté pour un plan qui les expose davantage à la violence. Plusieurs organismes nomment d'ailleurs la préoccupation importante à l'égard des violences faites aux femmes. Il s'agit d'une problématique qui est fréquemment nommée par les usagères et qui est devenue plus fréquente depuis l'application du couvre-feu. Les jeunes ne sont pas en reste. L'hébergement d'urgence pour les jeunes marginalisés ou à la rue connaît une augmentation des demandes qui vont parfois au-delà de la capacité d'accueil et de référencement. D'autres jeunes se sont isolés ou squattent chez des amis ou des connaissances. L'instabilité les met plus à risque. Les organismes offrant des milieux de vie aux jeunes ont d'ailleurs aussi modifié leurs heures d'intervention afin d'éviter les risques de judiciarisation des jeunes. Les occasions d'intervention sont plus rares et moins adaptées et pourtant les besoins au niveau des jeunes explosent. Le couvre-feu touche de plein fouet les personnes qui vivent à la rue. Il touche directement les conditions de vie et de survie des personnes qui, jusqu'à présent, ont été sévèrement frappées par la crise sanitaire. Son adoption favorise la dégradation de l'état physique et mental des personnes en situation d'itinérance et fragilise les personnes à risque de l'être. Les organismes croient que les stratégies adoptées par les personnes les mettent dans une situation de plus grande vulnérabilité relativement à la contraction du COVID, mais aussi la contraction du TSS, l'augmentation du risque de surdose, à des violences à caractère sexuel. Nous croyons que le couvre-feu est une mesure totalement inadaptée à la réalité des personnes en situation d'itinérance et qu'il passe à côté de son objectif principal de santé publique. Depuis le début, les organismes communautaires en itinérance ont maintenu leurs services et adapté leurs activités. Le milieu est constamment confronté à des nouveaux défis et doit s'adapter rapidement afin de maintenir des services fonctionnels et ainsi contribuer à la préservation d'un filet social pour les personnes en situation d'itinérance. Un filet principalement porté par les organismes communautaires à Québec. Il est primordial que les actions du gouvernement soient en cohérence avec les actions du terrain. Un vaste réseau d'organismes en itinérance travaille d'arrache-pied et il faut s'assurer de son maintien. Nous demandons au gouvernement d'exempter les personnes en situation d'itinérance du couvre-feu, mais aussi de travailler en collaboration avec les regroupements en itinérance, un réseau qui est fort, afin de s'assurer que personne ne soit laissé de côté. Car nous le savons, personne n'est à l'abri de l'itinérance et c'est d'autant plus important de se le rappeler aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Jimina. Mélissa, la parole est à toi. Bonjour, Mélissa Roy du collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais. Donc, à Gatineau, la philosophie de la tolérance appliquée par les patrouilleurs n'a pas mené à des contraventions pour les personnes en situation d'itinérance, mais nous vivons tout de même plusieurs enjeux qui sont générés par le couvre-feu, ce qui nous montre que la source des problèmes n'est pas les constats d'infraction, mais plutôt l'absence de garantie que les gens n'auront pas de contravention. Donc, premièrement, le couvre-feu se traduit chez nous par le fait que beaucoup de personnes se retrouvent en forte proximité dans les refuges et dans les maisons de chambre pendant une longue période, et ça entraîne plus de tensions, plus de conflits. L'obligation d'être à l'intérieur entre 20h et 5h a aussi mené à un accroissement des demandes aux services d'hébergement d'urgence qui étaient pourtant déjà à pleine capacité. Donc, depuis le début du mois de janvier, il y a eu une quarantaine de refus d'accès aux refuges qui ont une capacité de 99 places. Et dans un refuge, pour les 5 derniers jours de la semaine dernière, il n'y a eu aucun roulement, c'est-à-dire aucune place est libérée, mais les demandes sont quand même en hausse. Des haltes chaleur qui ont été mises sur pied pour combler un manque de place se remplissent elles aussi.
Et dans ce contexte-là, les personnes en situation d'itinérance ont peur de mourir de froid et certaines vont consommer plus pour essayer de se réchauffer. En raison de cette hausse de la demande qui dépasse les capacités, les intervenants doivent conjuguer d'importants dilemmes. Donc, certains doivent réveiller des personnes au milieu de la nuit pour leur demander de sortir dehors pendant quelques heures au grand froid afin que d'autres personnes puissent entrer. Comme on peut l'imaginer, ça engendre des situations de crise, de conflit, ça accroît aussi les risques de judiciarisation. De plus, depuis le début de la COVID, seules des personnes avec un lit pouvaient être à l'intérieur d'un refuge. Donc, cette mesure avait été instaurée pour pouvoir diminuer la densité de personnes dans un lieu intérieur et donc pour prévenir la transmission de la COVID. Mais maintenant, des intervenants font face à un dilemme. Donc, soit laisser les gens dehors en grand froid, ce qui menace leur santé et sécurité, ou faire exception à cette mesure et les laisser rentrer, même s'ils n'ont pas de lit, temporairement pour se réchauffer. Un deuxième enjeu relié à l'absence d'exemption relève de l'amplification de l'isolement des personnes en situation d'itinérance et celles en situation de précarité. Donc, cet isolement peut générer des situations difficiles et dangereuses. Et nous pensons, par exemple, aux consommateurs de drogue qui se déplaçaient après 20 heures pour accéder au site de prévention de surdose afin de consommer en toute sécurité. L'absence d'exemption peut inciter ces personnes à se cacher et à consommer seules par peur d'être arrêtées, d'être fouillées, d'être connues comme des usagères de drogue par les policiers si elles doivent expliquer qu'elles s'en vont au site de prévention de surdose. Et nous savons que les risques de surdose mortelle augmentent lorsque les personnes consomment seules. Et finalement, le couvre-feu peut mener à des situations difficiles en raison de contacts plus fréquents avec des patrouilleurs, même si ces interpellations ne mènent pas à un constat d'infraction. Mes collègues l'ont mentionné. Donc, si on pense par exemple à une personne qui a vécu des expériences antérieures négatives avec le corps policier ou une personne qui vient de quitter le site de prévention de surdose sous l'influence de psychotropes, si ces personnes-là sont arrêtées ou sont questionnées par la police, ces interactions peuvent devenir tendues, houleuses, mener à des répercussions légales pour ces personnes-là. Ainsi, en soi, l'augmentation de contact entre le corps policier et les personnes en situation d'itinérance qui continuent de circuler dehors pendant le couvre-feu peut créer des enjeux particuliers, surtout dans un contexte où on témoignait déjà d'une judiciarisation des personnes en situation d'itinérance. Donc, bref, comme on le voit avec ces exemples, l'absence d'exemption entraîne en soi son lot d'enjeux. Donc, c'est aussi pour ces raisons qu'on demande l'exemption. Merci. Merci, Mélissa. Boromir, je t'invite à conclure. Donc, merci d'avoir partagé cette lecture-là de la situation. Le réseau Solidarité Itinérance a fait ses preuves au cours des dernières années en multipliant les collaborations avec les différents ministères et partis politiques, que ce soit à titre de consultant, faire part de la température de l'eau concernant la réalité de l'itinérance au Québec, un peu comme aujourd'hui on fait, pour réfléchir en amont à l'impact sur les personnes en situation d'itinérance de certaines décisions politiques ou administratives, chose à laquelle on n'a pas été invité, et pour collaborer avec le monde de la recherche aussi. Et je tiens à mentionner, quand on est invité à collaborer, le réseau se fait un devoir d'être présent et constructif. Merci. Merci, Boromir. Rapidement, petit point d'information en lien avec la période de questions. La période de questions est réservée aux membres des médias. Vous êtes invité à me faire part de votre intérêt pour des questions plus tard dans le chat. Libre à vous. Donc, je vais céder la parole maintenant à Mme Paul Robitaille. Bonjour tout le monde. Merci Boromir et tous les organismes d'avoir organisé cette conférence de presse-là parce que je pense que c'est fondamental. Il y a plus de 300 organismes québécois là, qui sont là aujourd'hui, qui ont participé à l'organisation de cette conférence de presse-là. Et si on est là, les trois oppositions, c'est parce qu'on veut donner notre soutien haut et fort à cette démarche-là qui est importante, parce que ne pas exempter les personnes en situation d'itinérance de ce couvre-feu-là les met à risque et puis fait en sorte que finalement, on voit des situations comme la semaine dernière où il y a eu mort d'homme. Donc, c'est important d'en parler. C'est important pour nous, les oppositions, de montrer qu'on est là avec vous, que c'est fondamental, qu'il faut absolument faire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on remet en question le couvre-feu. Ça veut dire, et c'est tout à fait normal d'adapter les mesures de santé publique à des situations particulières.
à des gens qui ont des situations particulières, à des gens qui sont en situation de grande vulnérabilité. Et donc, par là, il faut absolument prendre en compte la réalité du terrain, du milieu de l'itinérance et aller de l'avant et puis exempter les personnes en situation d'itinérance de ce couvre-feu-là. On l'a vu, les différents groupes l'ont évoqué tout à l'heure, ça met ces gens-là en danger. Il y a en ce moment, on l'a vu, c'est pas vrai qu'il y a de la place pour tout le monde dans les refuges. C'est pas vrai ça et ça met... Et ça crée des situations où même les intervenants à l'intérieur des refuges doivent pallier à la situation. On a des itinérants qui se cachent, qui ont peur des policiers. On surjudiciarise ces personnes-là qui n'ont pas besoin d'être surjudiciarisées. Donc, c'est important pour le gouvernement de prendre acte, de montrer de l'empathie et d'aller de l'avant avec une exemption. Le premier ministre, la semaine dernière, a expliqué pourquoi. Je pense que ses explications ne tenaient pas la route. Il l'a montré dans le passé. Il a été capable de reconnaître ses erreurs. On lui demande de reconsidérer, de reconnaître ses erreurs. Ça arrive. Mais je pense que l'unanimité des groupes aujourd'hui, l'unanimité des gens qui ont parlé la semaine dernière, je pense que c'est clair. Le gouvernement doit absolument aller de l'avant et faire une exception pour les personnes en situation d'itinérance. C'est fondamental. Il y a eu mort d'homme. Est-ce qu'il faut attendre une autre tragédie? J'espère que non. Alors, merci tout le monde d'être là et puis merci de parler haut et fort comme ça. Merci beaucoup, Mme Robitaille. Monsieur Alexandre Leduc, c'est à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Moi, je me rappelle presque avec nostalgie, avec une certaine nostalgie, le François Legault du débat des chefs de 2018 qui avait dit « Je ne suis pas parfait, je fais des erreurs ». Et ça avait marqué les Québécois. Je pense qu'une partie de sa popularité s'expliquait par cette humilité qui est quand même assez rare en politique, il faut le reconnaître. Mais là, force est de constater que 2 ans plus tard, presque 3 ans plus tard, ce fameux débat des chefs, la belle humilité est un peu disparue. Là. On la voit beaucoup moins en général, puis certainement dans le cas présent qu'on est en train d'étudier. Puis sur l'exemption des personnes itinérantes du couvre-feu, le premier ministre, il s'est trompé. Il s'enfonce avec des explications farfelues et tout le monde le constate. Et là, il y a un consensus social, un consensus politique, un front commun des 3 oppositions, un front commun de presque tous les organismes qui sont dans le milieu, qui lui disent unanimement, Monsieur Legault, retrouvez cette humilité-là, reconnaissez que vous êtes trompé, on a le droit de se tromper, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et puis rajoutez l'exemption pour les personnes itinérantes pour le couvre-feu, c'est important. Merci. Merci, Monsieur Leduc. Monsieur Joël Arsenault, vous êtes invité à prendre la parole. Merci beaucoup. Bien, évidemment, je joins ma parole, je joins ma voix à tous ceux qui viennent de s'exprimer. Et j'en profite pour remercier justement les différents groupes de défense des personnes en situation d'itinérance de nous avoir invités à se joindre à eux aujourd'hui dans la solidarité et dans l'esprit de la politique de l'itinérance ou de lutte contre l'itinérance adoptée en 2014. En fait, le refus du gouvernement de créer une exception pour les personnes en situation d'itinérance en ce qui concerne l'application du couvre-feu, à notre point de vue, démontre une méconnaissance vraiment inquiétante de la réalité de ces personnes. Et c'est d'autant plus choquant que le gouvernement, dans son décret, a adopté toute une série d'exceptions qui va jusqu'à prévoir que les propriétaires de chiens puissent aller les promener sur une distance d'1 kilomètre. Alors que l'on doive aujourd'hui se solidariser de cette façon-là pour demander une exception pour des personnes en situation d'itinérance, ça me dépasse un peu. L'esprit du décret était de demander aux Québécois de rester à la maison. Alors, ça fasse même demander aux personnes qui vivent dans la rue essentiellement de rester à la maison, ce n'est pas applicable. C'est insensé. Et la plupart des commentateurs et des groupes, évidemment, et des gens qui observent la situation
voient que c'est inapplicable. Il y a d'ailleurs la question de trouver des places pour l'ensemble des personnes qui en ont besoin, qui paraît d'ailleurs assez illusoire, d'autant plus que plusieurs refuges ont dû appliquer des règles de distanciation là, qui limitent d'emblée le nombre de places qui peuvent être offertes. C'est aussi inconcevable d'imposer aux personnes en situation d'itinérance de se réfugier justement pendant la nuit entière dans des conditions de promiscuité auxquelles ils ne sont pas habitués et sans possibilité justement de prendre une marche, de s'aérer avec les problèmes que l'on connaît de consommation, de toxicomanie ou encore de santé mentale. Ça entraîne, on l'a entendu tout à l'heure, des tensions, des violences. Donc, cette pression-là qui est ajoutée par le gouvernement de façon indue à une catégorie de population québécoise est insensée et ça va même à l'encontre, je dirais, des buts recherchés par la mesure du couvre-feu. C'est contre-productif d'un point de vue de la santé publique en obligeant ces gens à s'entasser dans des refuges. On a vu qu'il y avait près de 200 personnes qui avaient contracté le virus parce qu'ils devaient fréquenter ces refuges. Alors, est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite du point de vue gouvernemental? Moi, je pense qu'on doit effectivement cesser de s'entêter, prendre un pas de recul, entendre la voix du bon sens. Et puis, quand le premier ministre Legault dit qu'il est confiant que les policiers peuvent faire preuve de jugement, mais je pense que c'est au gouvernement d'abord de faire preuve de jugement, de sensibilité, d'humanité et reconnaître que les besoins des personnes en situation d'itinérance sont différents, que leur situation est différente, leur vulnérabilité est grande aussi et qu'ils tendent la main justement au groupe qu'on a entendu tout à l'heure là, pour trouver des solutions qui sont applicables à la situation actuelle en temps de pandémie. On a vu encore la semaine dernière là, que l'Observatoire des profilages dit que le profilage augmente de façon inquiétante ces dernières années. Je terminerai en mentionnant que ma collègue Véronique Yvon parraine une pétition qui demande justement une exemption pour les personnes en situation d'itinérance, une chose qui aurait dû être d'emblée reconnue dans le décret. Je vous invite à la signer. Il y a déjà plus de 20 000 personnes qui l'ont fait. Alors, je pense que le gouvernement doit enfin entendre raison et je suis heureux de faire partie de ceux qui demandent aujourd'hui au gouvernement d'agir sans délai. Merci. Merci beaucoup, M. Arsenault. Nous en sommes à la période des questions. Nous disposons en principe d'un maximum d'environ 15 minutes. Je rappelle que les questions sont réservées aux membres des médias. Pour l'instant, dans le chat, je n'ai pas de questions identifiées d'un membre des médias en particulier. Est-ce que quelqu'un aimerait poser une première question? Oui, bonjour. Moi, j'en ai une. M'entendez-vous? On vous entend bien, madame. Jeanne Corriveau, du journal Le Devoir. Je me demandais, il y a des recours devant les tribunaux qui ont été engagés. Vu que M. Legault a fait preuve d'aucune ouverture, je me demandais, est-ce que c'est un moyen qui pourrait être efficace pour parvenir à une exemption? Madame Corriveau, est-ce que votre question est ciblée à l'endroit d'un interlocuteur? Non. Boromir? Ou qui aimerait répondre? Je vais juste demander à la personne qui manipule le Zoom d'arrêter le partage de l'écran, s'il vous plaît. C'est Robert Brunet. Non, mais ce n'est pas lui qui manipule le Zoom. Donc, est-ce que la personne qui a le contrôle pourrait stopper le partage d'écran?
Moi, je m'appelle Annie Durapsim. Je peux tenter un élément de réponse. C'est sûr que pour nous, ce recours-là est un élément de plus pour activer l'urgence d'exempter les personnes. Puis on espère qu'effectivement, ça va. On aurait souhaité que M. Legault puisse entendre notre message, mais si effectivement c'est un élément de plus qui peut peut-être l'amener à réfléchir, ce serait effectivement tout en la faveur des personnes pour qui le couvre-feu porte atteinte aux droits et à la santé, la sécurité également. Merci beaucoup. Est-ce qu'on sait, c'est Jeanne Corriveau du Devoir encore, est-ce qu'on sait combien de constats ont été donnés au Québec aux itinérants depuis le début du couvre-feu? Pour ma part, je n'ai pas cette information-là spécifique. Peut-être que peut-être qu'il y a des gens qui auraient la réponse en chat ou dans mes collègues qui sont là aujourd'hui. Pour ce qui est de Montréal, si je peux amener un petit élément de réponse, on n'a pas les chiffres exacts parce que, c'est pas si facile que ça, avoir la collaboration du SPVM en ce moment pour cette question précise, mais nous, on a 112 membres sur le terrain partout à Montréal et on a un outil de collecte d'informations et on peut dire qu'il y a déjà une dizaine de situations qui ont mené à des constats à l'égard des personnes en situation d'itinérance. Mais il faut comprendre que ce n'est pas juste en termes de constats remis. Hein. Nous, on insiste sur le caractère dangereux du couvre-feu également parce que les gens sont amenés à se cacher. Donc, il faut s'inquiéter du couvre-feu, surtout pour la question de la sécurité. Mais pour ce qui est des constats, ça se traduit aussi en interpellations policières qui peuvent mener à une certaine violence à l'égard des personnes qui utilisent les services. Il faut se rappeler que les organismes offrent des services jugés essentiels et donc ont le droit d'opérer pendant le couvre-feu. Mais ça, c'est une des incohérences du couvre-feu. Les personnes qui utilisent leurs services jugés essentiels ne sont pas reconnues et certaines ont vu leur attestation déchirée par des policiers, par exemple, même s'il n'y a pas eu de constat. Cette personne-là a vécu une situation extrêmement violente et c'est ce qu'on déplore également. Merci beaucoup, Annie. Alain, si tu me permets juste sans rajouter des choses, à Québec, justement, nous, au niveau de l'itinérance, on n'a aucun constat qui a été mis c'est ce que le service de police nous dit, en liaison avec le couvre-feu. Par contre, ce qu'on est en train de monitorer et de voir un peu sur le terrain, c'est les constats d'infraction en lien avec les règlements municipaux. C'est peut-être une option qui sera privilégiée par les services de police. Là, on sait qu'il y a du flânage, c'est tous des règlements qui sont un peu fourre-tout pour interpeller les gens. Alors, c'est ce qu'on regarde. Par contre, comme disait ma collègue Annie, ce n'est pas nécessairement juste le ticket. C'est le fait d'être interpellé sans cesse, c'est le fait de se sentir menacé. C'est vraiment là la situation qui est plus complexe. Par rapport à tout ce qui est étiquette, je vous invite, si vous voulez avoir un regard plus loin, dans le fond, c'est les services de police qui ont l'ensemble de ces informations-là et les villes également. Merci beaucoup, Jimena. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions en lien avec la récente question? Moi, je peux y aller, Alain, juste rapidement. Aux dernières nouvelles, comme j'ai mentionné, à Gatineau, il n'y a eu aucun constat d'infraction, mais nous vivons toujours d'importants enjeux en raison du couvre-feu. Nous savons qu'il y a eu des interpellations puis qu'elles peuvent générer de la détresse. Les refuges sont surchargés, il y a plus d'isolement, il y a des personnes qui se cachent. Et donc, tout ça, ça menace la santé et la sécurité des personnes en situation d'itinérance. Donc, je réitère vraiment que l'enjeu n'est pas nécessairement les constats. Tu sais, on peut toujours contester des constats, mais ça apporte quand même tout son lot d'enjeux sur la structure de service, sur les personnes en situation d'itinérance et sur les intervenants aussi. Merci beaucoup, Mélissa.
Est-ce qu'il y aurait une autre intervention en lien avec la récente question? Je vous remercie beaucoup, Mme Corriveau. On passerait à une autre question des membres des journalistes. Donc, je vous invite à aborder votre question. S'il n'y aurait pas d'autres questions. Il y a une personne dans le chat, Alain, un journaliste, qui a levé sa main. Je ne sais pas si vous le voyez. Monsieur Ruby. Bonjour. Allez-y. Oui, donc, ma question est pour Annie et Jimena et quiconque d'autre qui voudrait répondre. Vous avez mentionné que avec la distanciation physique, ça a mis la pression sur la capacité des refuges. Peu importe qu'est-ce qui arrive par rapport au couvre-feu, il risque toujours d'avoir des gens qui ne peuvent pas trouver un endroit chaud pour dormir. Qu'est-ce que vous pensez que les différents paliers de gouvernement pourraient faire pour assurer qu'il n'y a personne qui dort dehors en cette période difficile? Jimena, peut-être, si tu veux y aller, puis je compléterai. OK. Oui, tout à fait, merci. Dans le fond, je pense qu'il y a une compréhension. L'accent a été mis beaucoup sur l'idée d'avoir des places et d'avoir de l'espace pour que les gens aillent tous vers un refuge. Je pense qu'au niveau, on a des réalités différentes dans chaque région. À Québec, depuis longtemps, on sent qu'au niveau des refuges, on est un peu short. Si vous me permettez l'expression, dans le sens qu'il y a certaines places, on a toujours des taux d'occupation qui varient entre 90, 95 ou au-dessus de 100 %. Mais ce n'est pas qu'une affaire de place. Puis ça, je pense que c'est important. Puis M. Legault a vraiment mis l'accent sur le nombre de places, mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée est aussi, comme mes collègues le disaient, c'est que certaines personnes ne se sentent pas en sécurité, ne se sentent pas confortables dans les refuges. Alors, on ne peut pas garantir, et nous, on est vraiment pour le taux de détermination des personnes, et c'est-à-dire qu'une personne qui ne veut pas aller en refuge, il faut respecter son choix. Alors, je pense que ça, c'est important. Au niveau des paliers, nous, on travaille de façon régionale avec l'Agence de la santé, ça fait longtemps, avec le réseau de la santé, avec le service de police, avec la Ville de Québec également. On essaie le plus possible de s'assurer qu'il y ait des places pour toutes les personnes qui souhaitent dormir dans un refuge. Par contre, il faut avoir une stratégie pour les personnes qui ne souhaitent pas y aller. Il faut avoir une stratégie qui a une plus grande tolérance également. Dans ce contexte-là, on veut rappeler l'importance justement de travailler avec les acteurs terrain. Donc, dans chaque région, il y a des concertations qui sont présentes, il y a des tables en itinérance qui sont eux-mêmes à même de décider c'est quoi les priorités, c'est quoi les besoins régionaux. Donc, on rappelle l'importance de travailler avec ces acteurs-là. Merci beaucoup, Romir. Je peux peut-être ajouter un élément de réponse pour Montréal. On a vraiment une lecture par nombre de lits, ce qui est une grave erreur. En fait, il y a effectivement des lits qui vont être ajoutés dans les prochains jours. Puis il y a un manque de ressources, là, même avant la crise. Là, les ressources pour femmes, notamment, l'ont souvent décrié, qu'elles doivent essuyer des refus jour après jour. Et ça, c'était vrai avant la crise, c'est encore vrai maintenant. Effectivement, que ça prend des réponses en termes de lits d'urgence, mais ça prend autre chose également. Et les personnes qui ne vont pas en refuge, ce n'est pas toujours un choix. Hein? En fait, parfois, c'est les refuges qui ne les veulent pas. On a parlé de l'augmentation de la détresse pour les personnes en situation d'itinérance, l'augmentation des cas de
de psychose, entre autres, et parfois pour des refuges qui, on le voit, sont souvent opérés par du personnel plus de type agent d'accueil, agent de sécurité, de moins en moins de personnel qualifié d'intervenants et pour plusieurs raisons, des refuges refusent certaines personnes. Donc, il demeure pas moins qu'il faut accepter que pour certaines, la rue demeure l'endroit le plus sécuritaire. Aussi étrange que cela peut paraître pour plein de gens qui ne sont pas dans le milieu de l'itinérance. Donc, il faut être sensible à ça aussi. Merci beaucoup, Annie. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions en lien avec la dernière question? Si vous me permettez, je pense que c'est intéressant d'entendre des gens, des organismes qui peuvent affirmer que la rue ça peut paraître un peu particulier que la rue soit plus sécuritaire pour les personnes en situation d'itinérance. Je pense qu'il faut le répéter, mais il faut aussi dire et se poser la question à savoir si l'entêtement du gouvernement à vouloir assujettir les personnes en situation d'itinérance à un couvre-feu, si c'est une mesure sur le plan sanitaire qui est efficace, si c'est une mesure qui atteint ses objectifs et tout examen, le moindrement sérieux de la situation, nous démontre le contraire. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut insister encore aujourd'hui pour dire que le gouvernement, dans sa mesure que l'on ne remet pas en question là, pour donner un grand coup, le nouveau confinement, le couvre-feu, c'est pour contenir la propagation de la pandémie. Est-ce que cette mesure-là, appliquée aux personnes en situation d'itinérance, contribue à l'objectif gouvernemental? La réponse, clairement, c'est non. Merci, M. Arsenault. Il y a Mélissa du CRIO qui souhaite prendre la parole. Oui, merci. J'aimerais juste rajouter à ce que mes collègues disaient tantôt, comme quoi, en ce moment, le problème qu'on vit, c'est un symptôme d'une double crise à laquelle nous sommes confrontés. Donc, on vit une crise sanitaire, mais qui est aussi à l'intérieur d'une crise de logement. Donc, la pandémie a amplifié puis elle a révélé des problèmes qui étaient associés à la crise du logement. Et ça s'est accompagné par une lourdeur qui était ajoutée aux services, à la demande des services. Donc, vraiment, la COVID-19 a mis en lumière des enjeux sociaux qui existaient auparavant. Avant, le système d'hébergement d'urgence était à pleine capacité. Maintenant, il est surchargé. Donc, ça dépasse la COVID, mais ça a été amplifié par la pandémie et ensuite par le couvre-feu. Donc, il faut plus de places en refuge, mais comme nous le savons, ce n'est pas adapté pour tous. Il faut plus de places spécialisées, donc des suivis avec du personnel de santé physique et mentale, des places qui accèdent des personnes qui sont en grand état de consommation, mais il faut aussi plus de logements abordables, plus de logements avec soutien communautaire et plus de logements de transition. Merci beaucoup, Mélissa. Est-ce qu'il y aurait une autre intervention en lien avec la dernière question? Je voudrais en profiter aussi pour valoriser les interventions qui sont plus de prévention, donc qui vont empêcher les gens de se rendre dans les refuges. Donc, l'importance de tout le travail de proximité qui est fait partout au Québec. Donc, je tiens à mettre ça de l'avant aussi, que ça fait partie des solutions. Là. Merci, Boromir. Nous sommes en mesure de passer à une prochaine question des représentants des médias. Avons-nous une prochaine question d'un ou une représentante des médias? Dans ce cas-là, mesdames et messieurs, nous sommes en mesure de clore cette conférence de presse. À moins que quelqu'un en particulier ait un des intervenants qui a participé à cette conférence de presse, à moins d'une dernière petite intervention, je procéderai à la conclusion. Ainsi donc, écoutez, l'équipe du RSIQ
souhaite vous remercier à tous de votre participation à cette conférence de presse. Et j'en profite à nouveau pour remercier les élus qui ont participé avec nous. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonjour tout le monde. Merci. Merci tout le monde. Bonne journée. Lâchez pas. Merci. Vous êtes important, vous faites du beau travail. Oui, lâchez pas, on est toujours là avec vous. Oui. On continue. On continue la bataille. Merci, guys. Lâchez pas le combat.